Vous avez découvert à travers son œuvre, maintenant il est en chair et en os, et bien sûr vous pouvez échanger avec lui et vous pouvez bien sûr débattre avec lui. Donc je souhaite à toutes et à tous une journée, une agréable journée bien sûr, mais aussi une journée, si vous voulez, d'échange et disons d'échange fructueux et voilà. Je vous remercie encore. Étudiants de littérature maghrébine. D'abord, c'est dans le sens de rapprocher les étudiants de notre littérature marocaine, la mal aimée, pour reprendre les mots de notre cher ami Sibou Admehdi, et pour sensibiliser les étudiants sur l'importance d'abord de la nouvelle génération des écrivains, comme Mustafa Bounian, comme Saad Rahim Kamal, comme Saad Aziz, comme Fouad Ali, et bien d'autres romanciers de cette littérature. D'abord, j'ai remarqué quand j'ai lu l'ouvrage de notre cher ami Fouad Mehdi, à l'écoute des écrivains marocains, qu'il y a cette marginalisation de cette littérature par les instances de consécration, à savoir la critique littéraire, en se référant bien sûr à l'ouvrage de Jean Desjeux, La littérature maghrébine, dans lequel on analyse plusieurs auteurs maghrébins, en se limitant à deux auteurs ou trois auteurs marocains dans cet ouvrage dédié à la littérature maghrébine. Et puis, il y a une remarque du Salim Jay dans son dictionnaire, dans lequel il annonce que les Marocains n'ont pas cette conscience de l'importance de leur littérature. Et puis, mon objectif, c'était d'abord de réhabiliter cette littérature marocaine qui contient les valeurs universelles comme toutes les littératures. Et j'aimerais toujours l'inscrire dans ce qu'on appelle la vieille littérature, c'est-à-dire la littérature morte. Et puis, j'ai choisi le livre de Mustafa Bounian parce qu'il est proche d'un point de vue thématique et syntaxique des étudiants. C'est un livre qui s'intitule L'année de Bacchus. Elle traite d'un sujet actuel, à savoir une affaire dans l'histoire marocaine, dans ce qu'on appelle les années de Clambe, les années de la terreur. Et puis, ça traite aussi d'un petit village à proximité de la ville de Meknès. Donc, je le qualifie d'ailleurs d'un écrivain de quartier, dans le sens où il est proche des étudiants et son écriture se caractérise, entre parenthèses, par l'impressionnisme. Ça veut dire qu'il pense peut-être par touche, et pour résumer les choses proches de nos étudiants, de leur environnement. Alors, d'abord, on aimerait donner un petit cadeau à notre écrivain, Jacques Cédris, pour lui donner à notre invité ce petit trophée. Comme remerciement et comme gratitude d'abord de notre établissement à un grand écrivain de la littérature marocaine, c'est Mustafa Bounian. شكون؟ C'est juste un petit souvenir pour peut-être immortaliser ces moments. Il faut que ces papas, bien sûr, gardent le souvenir d'abord de l'économie supérieure et du laboratoire de musique au plus du monde à toute la vie. Pour lequel je le remercie encore une fois très vivement. Donc maintenant, pour en revenir à notre sujet, l'année de Bacchus, puis la demoiselle d'Amomo, dont tu viens de parler, s'inscrivent maintenant pour moi dans un projet, disons, un peu plus vaste, auquel je n'ai pas pensé d'abord en écrivant l'année de Bacchus,
mais qui est venu après coup. C'est un projet de, je sais pas moi, de trilogie ou de peut-être même plus, peut-être une quadrilogie ou je sais pas quoi. Peut-être que ça comprendra même 5 tomes, 5 volumes ou 5 parties. C'est un projet que j'intitule peut-être provisoirement les lieux maudits, les lieux maudits. Le premier de ces lieux étant justement Fartassa, n'est-ce pas? Le deuxième c'est Ahelmomo, parce que moi, comme je l'ai dit, c'est venu après coup, c'est après avoir écrit l'année de Bacchus. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bon d'accord, moi j'ai évoqué le drame de ce village, j'ai évoqué les dépassements et les exactions dont les habitants de ce village ont été victimes pendant les années de plomb. Mais il n'y a pas que Fartassa finalement. Au Maroc, il y a beaucoup de lieux comme ça qui ont souffert, qui ont souffert dans leur chair et dans leur esprit, donc des dépassements du régime pendant les années de plomb. Donc je me suis dit, il y a d'autres lieux auxquels il faudrait peut-être songer à consacrer un roman. C'est ainsi que j'ai pensé à Ahelmomo, qui est également un village qui a payé un lourd tribut et qui continue d'ailleurs à payer pour un crime dont il est complètement innocent. Vous connaissez l'histoire un petit peu de ce coup d'État ou ces tentatives de coup d'État de 1971 fomentées par le colonel Babour, qui était directeur de l'école militaire royale d'Ahelmomo, et donc dont Ahelmomo a payé pour lequel il a été puni. Jusqu'aujourd'hui, c'est un village marginalisé, qui n'a presque pas connu de développement. Bon, les choses commencent un tout petit peu à bouger aujourd'hui, mais par rapport au potentiel de ce village qui se trouve dans une région riche, une région qui a beaucoup de potentiel économique, etc., par rapport à tout ce que ce village aurait pu être, on peut dire qu'il n'a vraiment rien eu. C'est à cause justement de cet événement, de ce coup d'État, de cette tentative de coup d'État. Donc, et puis je me suis dit, il y a d'autres lieux, il y a le Rif aussi. On pourrait aussi inscrire, par exemple, écrire un roman sur aussi le Rif, qui est aussi un lieu maudit, qui a été longtemps ignoré, maintenu dans la marge. Il y a aussi l'Est, la région de Figuig, la région de Tel Sid. J'ai rencontré récemment quelqu'un de Tel Sid qui m'a décrit un petit peu la situation dans cette région-là, qui est également... Et il y a aussi le Sud, il y a aussi la région de... là où il y a eu les événements de 73, Moulay Bouazza, c'est la région de Konifra, les tribus de Zayan, des Berbères de cette région aussi, ils savent donc un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc finalement, je me suis dit, il y a beaucoup de lieux, n'est-ce pas, au Maroc, qu'on pourrait qualifier comme ça de maudits. Maudits évidemment par le régime, pas par le bon Dieu, n'est-ce pas? Et donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et donc, c'est un projet que je porte maintenant, et j'espère pouvoir le mener à terme. Donc, qui comprend maintenant déjà, heureusement, deux volumes. Et donc, j'espère pouvoir ajouter d'autres lieux à ces deux lieux. C'est pour essayer quand même de leur rendre un petit peu justice, de les réhabiliter, en racontant leur histoire, en essayant de les sortir un peu de l'oubli, de la marginalisation dans lesquelles ils sont maintenus.
Merci, c'est Mustafa pour ces éclaircissements. J'aimerais qu'on revienne à l'année de Bacchus, c'est-à-dire que vous partez d'un fait divers, le journal Al-Basar, n'est-ce pas, pour écrire ce livre. Ce n'est pas le bacchanal, ce n'est pas l'évasion, c'est aussi une réhabilitation d'un lieu maudit qui est Fatassa. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce roman? Voilà, alors tu as bien fait justement de mentionner le terme de bacchanal et de réjouissance. Il y a beaucoup de gens qui croient que quand ils voient le titre Bacchus, ça les fait tout de suite penser au vin, aux libations, alors que en fait ça n'a absolument rien à voir avec cela. Il est vrai que Bacchus c'est le dieu du vin, de la vigne, etc. chez les Romains, mais le Bacchus dont il s'agit dans mon roman, c'est la statue, n'est-ce pas, qui a disparu du site archéologique de Volubilis en 82. Voilà. Cela remonte à 2013, je crois, ou 2014, quand j'ai découvert cet article dans le journal Al-Masaf qui relate justement ce vol, ce fait divers. Le journal lui avait consacré toute une page avec une photo de la statue, de la fameuse statue, avec aussi quelques portraits, 3 ou 4 portraits des parents des victimes, des interrogatoires c'est des habitants de Fatassa qui ont été interpellés par la gendarmerie à l'époque et qui ont été soumis à un interrogatoire musclé. C'était la formule qu'on utilise, celle qu'on utilisait à l'époque, donc quand on parlait de ces tortures. Et donc, moi, quand j'ai lu cet article, d'abord, moi, j'ignorais complètement cette affaire. Sincèrement, je ne savais pas du tout qu'une statue avait été volée, que cela a valu des ennuis aux habitants de ce village, donc j'ignorais complètement. Donc, quand j'ai lu l'article avec ce titre en arabe dont je me souviens très bien, d'ailleurs, j'ai gardé la page chez moi, parmi mes archives. Le titre, il disait « عندما أدت غضبة الحسن الثاني إلى التنكيل بأهالي زرهون ». Alors on disait Zerhoun, pas Fatassa. Parce que Zerhoun, Fatassa, c'est à proximité de Zerhoun, bien évidemment. Et puis Zerhoun aussi a été impliqué dans cette affaire. Il y a beaucoup d'habitants de Zerhoun qui ont été arrêtés, interrogés, torturés, etc. Donc, mais ceux qui ont payé le plus, c'est les habitants de Fatassa, parce que il y avait beaucoup de jeunes qui travaillaient comme guides dans le site de Volubilis, qui est juste à un jet de pierre, comme on dit. C'est très proche moi d'ailleurs j'ai visité Fatassa, c'est tout près de Volubilis. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes qui travaillaient comme guides, des guides non autorisés, non officiels, donc à Volubilis. Et donc, moi, quand j'ai lu je me souviens que ça m'a vraiment frappé, ça a eu un impact assez fort sur moi, et je me suis dit, ça c'est quand même extraordinaire, ça mérite de faire l'objet d'un roman ou de quelque chose de plus développé qu'un article de journal, quelque chose de plus substantiel. Et donc, c'est là que j'ai envisagé de faire un roman autour de cette affaire. Bon, évidemment, avec ce que j'avais dans l'article, je pouvais pas faire un roman, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. On raconte juste les faits, avec des témoignages des victimes, des parents des victimes. Il y a eu quand même 4 morts. Après l'article, moi je n'invente rien. Moi j'ai gardé tout ce que j'ai pu trouver comme preuve que je n'ai rien inventé dans mon roman. Parce qu'on peut toujours me dire, mais quand même, mais il y a eu des morts, et j'ai des témoignages, donc je les garde à toute fin utile. Si jamais on ne s'en jamais interrogé, heureusement que je crois qu'on n'en est plus là.
Mais bon, donc je me suis dit, c'est une très bonne idée de roman. J'ai gardé et puis après j'ai commencé à fouiller un petit peu, à creuser, voir tout ce que je peux trouver sur Google, à la bibliothèque. Malheureusement, je n'ai pas trouvé grand chose. Donc j'ai vu aussi sur YouTube quelques documentaires. Malheureusement, ils vous laissent sur votre faim. C'est-à-dire que la matière qu'il véhicule ne suffit pas pour faire un roman. Donc il fallait que, bien sûr, que je fasse appel à mon imagination, que je complète ce qui est incomplet, que j'invente des personnages, des événements, des artifices narratifs. Donc il y a la réalité, mais il y a aussi beaucoup de fiction dans ce roman. Bon. Et comme toujours, bien sûr, l'auteur il s'implique dans ce qu'il raconte. Il y a, comme l'a dit Siakdouar tout à l'heure, il y a des éléments de mon propre vécu, n'est-ce pas? Comme me l'a appris Kamal l'autre jour, des biographèmes, un terme que voilà. Des biographèmes, des éléments autobiographiques, donc voilà, j'ai pu rassembler quelques matériaux, n'est-ce pas, et je me suis mis à l'œuvre après, donc le reste c'est l'imagination évidemment qui l'a fait. Oui. Merci Sylstava. Chez vous, il y a un travail de documentation à l'instar des auteurs réalistes. À l'instar par exemple dans Zola, des auteurs qui font de la documentation pour écrire un roman. Comment vous arrivez à concilier entre la vérité factuelle de l'histoire et l'aspect un peu évasif, imaginatif de la fiction dans vos livres? Bon, l'essentiel, c'est de ne pas, à mon avis, altérer, dénaturer les faits, les grands faits de l'histoire. Ça, ils sont sacrés, ils sont ce qu'ils sont, on ne peut pas les changer. Mais le reste, on peut prendre des libertés avec. C'est ça la base donc du roman, même quand on écrit un roman historique. Bon, il y a des choses auxquelles on ne doit pas toucher, pour l'anecdote, dernièrement j'ai lu un roman de Gilbert Sinoué qui parle de Moulay Ismaïl, qui s'intitule L'île du couchant. Alors lui, Gilbert Sinoué, parce que j'ai vu après des vidéos où il parle de ce roman lors de rencontres dans des instituts français du Maroc. Il parle de tout ce qu'il a inventé pour les besoins de ce roman. Bon, bien sûr, le personnage central, c'est Moulay Ismaïl. Alors, il y a des choses, évidemment, auxquelles personne ne pourrait toucher quand on parle de Moulay Ismaïl. Il y a des choses qu'on doit mentionner telles quelles. Par exemple, on peut pas dire qu'il a régné entre 1750 et 1790, par exemple. Ça, dans un roman historique, là, ça va tout chambouler, ça va tout dénaturer. Donc, par exemple, au niveau de la périodisation, ça doit être respecté, c'est 1672 à 1727. C'est ça le règne du Moulay Ismaïl. C'est 55 ans, je crois, de règne. Donc ça, par exemple, on ne peut pas y toucher. Il a inventé des personnages. Il a inventé, par exemple, un médecin juif. Là, il reconnaît que ça, c'est un personnage complètement inventé, donc, imaginaire. Donc, Moulay Ismaïl n'a jamais eu ce médecin. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut accepter. Des événements, on peut faire vivre certains événements, certains faits, même à Moulay Ismaïl. On peut, tel qu'il l'a fait, le décrire en compagnie de l'une de ses femmes, ça, on peut l'inventer, parce que si ça ne s'est pas passé exactement comme ça, eh bien ça aurait pu, comme on dit, l'histoire
avec un H majuscule, est un roman qui est, et le roman est une histoire qui aurait pu être. Ça, je ne me souviens plus de qui a dit ça. Donc, le problème avec Gilbert Sinoué, c'est qu'il a commis une grosse bourde lorsqu'il a situé la ville de Salé dans la Méditerranée. Bon, à un certain moment, il parlait des corsaires de Salé, qui sévissaient à l'époque du Moulay Ismaïl, lui rapportaient beaucoup de richesses, beaucoup de trésors, des esclaves, vous connaissez l'histoire des corsaires de Salé. Mais le problème, c'est que Gilbert Sinoué, apparemment, n'a pas pris la peine de vérifier la situation de Salé, et il l'a situé en Méditerranée. Ça, c'est le genre d'erreur qu'on ne peut pas se permettre dans un roman historique, ou bien quand on évoque des événements historiques comme je le fais, même si c'est pas à proprement parler un roman historique. Moi, par exemple, il y a des choses que je ne peux pas changer. Le reste, je peux l'inventer. Je peux, évidemment, prendre des libertés, surtout lorsqu'il s'agit d'inventer des personnages, pourvu quand même que le cadre, n'est-ce pas, reste le même, pourvu que les événements, dans leur grande ligne, ne soient pas altérés. Ben, le reste, on peut, ce que fait d'ailleurs Amin Maalouf, ce que fait beaucoup de gens, si vous lisez Léon l'Africain ou Samarcande ou n'importe quel autre roman de Amin Maalouf, eh ben, vous allez vous rendre compte que, bon, il y a des choses qui sont invariables, sacrées, auxquelles on ne doit pas toucher, qui doivent rester les mêmes, et le reste, ben, l'imagination de l'auteur peut agir à sa guise. Voilà. Merci Mustafa. La littérature est une invention, mais dans vos romans, l'onomastie joue un rôle très important, notamment dans la vie de Bacchus. Par exemple, Karim, ça signifie la générosité. À travers ses actes, à travers cet étudiant qui travaille dans le Vélis pour aider ses parents. Et puis aussi le personnage féminin qui a joué un rôle très important dans la réconciliation de Tariq avec son pays et avec soi-même. Jade, ça signifie une pierre précieuse. D'ailleurs, quand on lit le roman, on trouve que le narrateur, qui est un passionné de l'histoire, cherche dans le dictionnaire le sens du mot jade. Est-ce que quel est le rôle des noms de l'onomastie dans tout ça? C'est très important, mais très souvent, sincèrement, ça se fait à mon insu. Moi, c'est après coup que je découvre que j'ai inventé. Parfois, c'est délibéré, hein. Parfois, c'est comme dans le cas de Jade. D'accord? Bon, puisque c'est une fille avec certains traits physionomiques, elle a les yeux verts, donc ça, c'est un artifice narratif. Donc, il fallait faire une correspondance entre la couleur de ses yeux et cette pierre précieuse, etc. Bon. Dans d'autres cas, par exemple pour Karim, Tariq, qui traverse à un certain moment le détroit pour aller ça peut faire penser à Tariq Mziyad. Karim, c'est la générosité, et il se trouve que c'est un personnage très généreux, justement. Mais sincèrement, ça, je n'y ai pas pensé. C'est des noms sur lesquels je n'ai pas beaucoup réfléchi qui sont venus comme ça. Il y a beaucoup de choses qui viennent quand on écrit, et on n'y pense pas, et ça vient spontanément, hein, on ne prend pas la peine. Si on se met à réfléchir, surtout quand on écrit, on ne peut pas écrire. Comme dit quelqu'un, le mille-pattes, connaissez le fameux insecte, si le mille-pattes essayait de comprendre comment il marche, pourrait peut-être plus jamais marcher. Donc quand on écrit, il y a des choses qui viennent comme ça, au petit bonheur, la chance, au hasard, en toute spontanéité. Et après on se dit, tiens, ça a été une belle trouvaille ça. Ça m'arrive souvent quand j'écris. Et c'est grâce justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des critiques, à des lecteurs qu'on découvre, sincèrement. Moi,
j'ai appris énormément de choses sur mes romans en lisant des critiques et des textes. Et je me dis souvent, est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est quelque chose qui obéit à un certain déterminisme, une sorte de, comment on dit, dans la psychanalyse de Carl Gustav Jung, de sorte de synchronicité. Des coïncidences difficiles à comprendre dans la vie. Mais bon, je me dis, peut-être, moi je crois aussi, parfois, je crois aussi. Je me dis, ce sont des signes. Voilà. Et donc, c'est important l'onomastique, c'est vrai, le choix des noms, des prénoms et tout ça, c'est très important, mais parfois il y a des choses qui viennent comme ça, au hasard, par hasard. Merci Moustapha. J'aimerais se référer à Milan Kundera et à Roland Barthes qui établissent une distinction entre les écrivains qui connaissent la structure depuis le début, c'est-à-dire qui programment tout, et les écrivains qui sont un petit peu entre parenthèses dans le hasard. C'est-à-dire des écrivains qui... Je suis de ces derniers. Oui. Je ne suis pas très organisé. Moi, j'ai lu, excuse-moi de t'interrompre, mais moi j'ai lu une fois un texte où un écrivain parle de deux sortes d'écrivains, qu'il appelle, il y a les écrivains structuraux et les écrivains scripturaux. Les écrivains structuraux, c'est comme tu dis, des gens qui organisent tout, qui structurent le roman, et ils ne commencent qu'une fois qu'ils ont la structure de leur roman, ils savent par où ils commencent et où ils finissent. Et les écrivains scripturaux, comme moi, c'est des gens qui écrivent jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose à raconter. C'est comme ça que je procède. Parfois, c'est juste une impression ou un mot qui me plaît, ou une phrase, ou une odeur, un parfum, n'importe quoi, sincèrement. Et je commence à écrire. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui commence à se cristalliser, une idée qui commence à se former, et c'est comme ça que ça vient. Donc moi, je me réclame de cette deuxième catégorie d'écrivains, les écrivains scripturaux, pas structuraux. Vous avez dit tout à l'heure impression. Est-ce qu'on peut vous cataloguer dans la catégorie des écrivains impressionnistes? Ah oui, ça, j'ai apprécié justement le terme tout à l'heure. Moi, je procède quand j'écris par touche, justement, comme un peintre impressionniste. Je procède justement par touche. C'est un tableau qui se forme comme ça, par touche, une histoire qui... et après, bon, il faut un peu de recul, hein, et plus on recule, plus l'image se fait nette. Et voilà, donc dans ce sens, je dirais que justement, que mon écriture est plus ou moins, si on peut se permettre le terme, impressionniste. Les impressions, ça compte beaucoup pour moi quand j'écris. Vos personnages placent toujours l'homme face à l'histoire. Mais je pense, dans vos romans, l'année de Bacchus, la demoiselle d'Hermomo, que le problème de ces personnages vient de la politique véronaise. C'est la politique qui est à l'origine de malheur de personnages. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Moi, je pense que, de toute façon, je me définis d'abord comme un écrivain engagé. Et en tant que tel, je tiens à ancrer les petites histoires dans la grande histoire. C'est quelque chose que je tiens à faire dans chacun de mes romans. Parce que dès le départ, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que dans un pays comme le nôtre, avec son histoire tourmentée, avec tout ce que nous avons enduré, hein, avec toutes les tragédies que le peuple marocain a connues, à cause justement de politiciens véreux, à cause du manque de justice sociale, à cause
toutes les formes de despotisme que le Maroc a subi. Donc avec tout ça, on ne peut pas se permettre, en tout cas de mon point de vue, de raconter de petites histoires comme ça, tranquilles, avec des... Bon, chacun a le droit de raconter ce qu'il veut. Hein. C'est des gens qui veulent écrire des romans à l'eau de rose, ben, ils ont le droit de le faire. Les gens qui veulent écrire des romans noirs, des romans... Bon, moi, le choix que j'ai fait, c'est justement de raconter de petites histoires, mais dans le cadre de la grande histoire. D'accord ? Parce que elle est très importante et elle impacte l'individu chez nous. D'accord ? La grande histoire, elle est présente dans notre vécu, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait, dans nos gestes, dans nos paroles. Donc on ne peut pas l'ignorer. On peut pas l'ignorer. Donc autant l'inscrire dans les romans, dans les histoires qu'on écrit, puisque de toute façon, on y échappe. Oui. L'histoire avec H majuscule et la politique impacte bien évidemment le personnage, mais il y a aussi le politique, c'est-à-dire le rapport entre les personnages. Je pense notamment au rapport entre Yasmina, dans Namib Bacchus, avec ses frères Slimane et Bachir. C'est-à-dire qu'il y a cette force, ce politique entre parenthèses, entre les personnages. Il y a une injustice de l'histoire, mais cette injustice aussi se manifeste au niveau du rapport entre les personnages eux-mêmes. Dans la Namib Bacchus, je fais toujours une distinction. Il y a des personnages avec un caractère de rébellion qui se révoltent, comme par exemple le père de narrateur Hamadi, qui quitte le prêche de vendredi parce qu'il n'aime pas écouter tout simplement ces histoires à dormir debout. Je reprends ces mots. Et puis il y a le fils du gardien Taha, de Moha, le fils de Moha, qui a un caractère de rébellion. Puis il y a le narrateur aussi, qui se révolte contre l'injustice. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a aussi Hassania, Moqtout, la folle Hassania, qui est un personnage qui se révolte contre l'injustice d'abord politique et l'injustice, sociale. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres personnages un peu qu'on peut qualifier de passifs, c'est-à-dire des personnages qui acceptent cette injustice de l'histoire. Et dans tout cela, il y a un thème, un motif très intéressant dans votre œuvre, à savoir le corps. Et je me permets de citer un petit passage par mémoire du narrateur lorsqu'il a parlé de la mort de sa mère. Il dit, je le cite, « Ma mère vieillit de 20 ans, devenue chétive et blême. » Ça veut dire que le corps, dans tout ça, c'est le réceptacle, c'est le parchemin de l'histoire, comme a dit le romancier Abdelrahim Kamal. Quelle est la symbolique du corps dans votre histoire, dans votre œuvre, d'une façon générale? Le corps, c'est tout. Hein, c'est d'abord, comme tu l'as dit, c'est le réceptacle. C'est un réceptacle, c'est un espace le corps, un espace de douleur, de jouissance, d'écriture, de mémoire. Si Kamal parle du corps comme parchemin, justement, l'histoire se grave, n'est-ce pas, par la torture, ou par la souffrance, ou par toutes sortes de... donc, ça se grave dans le corps. Le corps, il garde d'abord, tout ce qu'on fait, ça passe par le corps. D'accord? Y compris la réflexion, les idées, les choses les plus abstraites, c'est d'abord le corps. Pour citer un philosophe matérialiste, en l'occurrence Feuerbach, qui disait que même nos idées, c'est le phosphore qui pense en nous. D'accord? Donc, finalement, tout se rapporte au corps. D'accord? On ne peut pas faire abstraction du corps.
le bonheur, c'est d'abord le corps. La souffrance, la douleur, c'est le corps. Tout passe par le corps. D'accord? Donc, on ne peut pas vivre quoi que ce soit de manière désincarnée. Même si on est un mystique, même si on est un, c'est pas Sainte Thérèse d'Avila, moi je ne crois pas trop, hein, sincèrement, mais le corps quand même, c'est il est là, et tout doit passer par lui, hein. Le bonheur, le malheur, la douleur, l'écriture, tout. D'accord? Donc ça a beaucoup d'importance. Et donc, dans l'année de Bacchus, par exemple, comme dans la Demoiselle d'Hermonville, je crois qu'il occupe une place importante, le corps. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que espace de douleur, de jouissance, ou de souffrance, soit... Vous voyez, donc c'est ça, donc c'est important le corps. Même si moi je ne... les personnages, moi je choisis des personnages, je ne me dis pas c'est des corps. Mais un personnage, c'est d'abord une personne physique, un corps. D'accord? Voilà. Si Moustapha, vous n'êtes pas un écrivain apocalyptique. Apocalyptique dans le sens où un écrivain, par exemple, qui critique, qui a du ressentiment vis-à-vis de son public. Je remarque, par exemple, dans les derniers, c'est pas les derniers, au milieu du roman L'année de Bacchus, malgré le ressentiment, le narrateur a toujours cette nostalgie vis-à-vis de son pays. Il pense toujours à son petit village, il a cet aspect nostalgique. Ce n'est pas quelqu'un qui renie définitivement son pays. Non, pas du tout, pas du tout. Bien sûr, moi, si je parle de cette manière de mon pays, c'est parce que je l'aime. D'accord? Quand on aime son pays, n'est-ce pas? On a le devoir de dénoncer les travers et les anomalies et les choses qui ne vous plaisent pas, n'est-ce pas? Parce que dire que voilà, que tout est bien, que tout est impeccable, ça ce serait de l'hypocrisie, pure et simple, ce serait de l'hypocrisie. Donc si on est vraiment dévoué à son pays, si on l'aime, eh ben il faut pointer du doigt tout ce qui ne marche pas. Il y a des gens qui... Moi, une remarque dont j'ai vraiment horreur, c'est les gens qui me disent, et ça je l'ai entendu assez souvent, vous dites du mal de votre pays, vraiment, c'est donner une mauvaise image de notre pays, surtout avec, bon, on a des jaloux, des envieux, des voisins qui nous envient notre... Moi, je trouve cela complètement stupide. Sincèrement, moi je trouve que quand on écrit, n'est-ce pas, quand on parle de son pays, eh ben, il faut pas qu'il y ait la moindre complaisance. Il faut vraiment que le regard soit juste. Hein? Il faut poser un regard juste sur le pays. Et si ce regard juste vous amène à dire que il y a des salopards dans ce pays, qu'il y a des gens véreux, qu'il y a la corruption, qu'il y a ceci, cela, il ne faut pas hésiter à le dire, il faut le dire. D'accord? Il faut juste essayer de le dire d'une manière convaincante. Il faut juste essayer de le dire d'une manière, comme je l'ai dit, juste, hein, sans vraiment... c'est tout. Mais soumettre un roman à des jugements moraux, hein, de morale, je trouve ça, sincèrement, ça ne doit pas avoir... ça n'a pas lieu d'être dans la littérature.
comme disait Oscar Wilde, un romancier que j'apprécie beaucoup, un livre, ce n'est pas moral ou immoral. Un livre, c'est juste bien écrit ou mal écrit. C'est ça un roman. Mais les jugements moraux, ça c'est quelque chose qui, dans la littérature, ne doit pas exister. Donc moi, je dis ce que je pense, j'essaie d'être juste dans le regard que je porte sur mon pays, sur les personnages que je campe dans mes histoires, et puis voilà, c'est tout. Mais le reste, je ne m'en soucie pas, sincèrement, parce que la littérature, justement, elle est là pour essayer comment dire, de réajuster un petit peu, réparer, c'est pas vraiment le terme, mais de corriger, en quelque sorte. Voilà. On a parlé, Si Moustapha, jusqu'à présent, de l'aspect des ondes négatifs d'un point de vue thématique de votre littérature. Mais aussi, que ce soit La Demoiselle d'Ahmoumou ou L'Année de Bacchus, ce sont des romans aussi sur la vie, sur la résilience. Oui, la résilience, c'est très important. Très important. Déjà, nous autres Marocains, nous sommes un peuple des plus résilients. Si on regarde un peu notre histoire, depuis la nuit des temps, eh bien, le Maroc, il a enduré de rudes épreuves dans son histoire, et les Marocains et ce peuple a toujours pu se relever, s'en sortir. Et c'est ça la résilience. C'est ce qui donc moi dans mes romans, cette idée elle est présente ici, de cette vertu, je dirais, de la résilience, cette capacité. Beaucoup de personnages, c'est-à-dire que c'est vrai que je plonge parfois mes personnages dans des situations vraiment désespérées, mais ils arrivent quand même après à s'en sortir et à se maintenir à flot. Parce que j'y crois, parce que je crois en l'espoir, la preuve c'est que j'écris. Bon, si je n'y croyais pas, je ne ferais pas œuvre de romancier. Donc l'écriture en elle-même est une forme de résilience. Ça m'a permis personnellement souvent de me relever, de remonter la pente. Je suis passé par des moments difficiles où c'est l'écriture qui m'a permis de remonter la pente. Donc, l'écriture est une forme de résilience. Oui, comme dit Hermann Broch, il y a des façons d'exprimer l'accord catégorique avec l'être, que ce soit par la procréation, la progéniture, pour réussir ce désir d'éternité, que ce soit par l'écriture. L'écriture, c'est une forme d'être d'accord avec la vie. Bien sûr, je vais passer, pour ne pas monopoliser la parole, je vais passer la parole au public, mais j'aimerais d'abord vous poser une question à propos de la lecture. Quels conseils vous pouvez donner, Si Moustapha, aux étudiants en ce qui concerne la lecture? On sait bien que la lecture est une activité très importante dans l'apprentissage de français, dans l'apprentissage en général. Oui, évidemment, c'est un conseil maintenant aux étudiants. La lecture, moi, je dirais que pour moi, personnellement, aimer la lecture ou la passion pour la lecture est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Je me demande ce que je serais devenu, ce que j'aurais pu faire dans la vie si je n'avais pas
contracter cette passion. Vraiment, c'est très important. La lecture, ça enrichit la vie, ça enrichit l'esprit, ça vous permet de vivre d'autres vies par procuration. Pour les gens qui ne se contentent pas d'une seule vie, la lecture leur permet de vivre d'autres vies à travers des personnages. Hein. Et bien sûr, ne parlons pas du côté formateur de la lecture. Ça, c'est une évidence. D'accord? Surtout pour des gens, des étudiants, pour des gens qui sont en littérature, en n'importe quelle branche. La lecture, on ne saurait leur conseiller assez de lire. Ça, il faut lire. Vraiment, c'est grâce à la lecture finalement que vous pouvez voir le monde, hein, vraiment comprendre. C'est une activité comme l'a dit, je ne sais plus qui, je crois que c'est Larbeau, hein, ou Labro, Valérie Labro, je crois. C'est Valérie. La lecture, ce vice impuni. Elle a qualifié la lecture de vice impuni. Et Todorov dirait la lecture aide à vivre. Ah, voilà, exactement. Dans la littérature empirique. Exactement. Ça aide à vivre. Hein. Heureusement que, bon, aujourd'hui, paradoxalement, alors qu'on a vraiment, les livres sont devenus à la portée de tout le monde, on peut les avoir sous différents formats, on peut les avoir. Malheureusement, il y a moins d'intérêt paradoxalement, hein, plus la production et des livres existent en grande quantité autour de nous, moins il y a de lecteurs. Donc, je trouve que c'est quand même une situation c'est triste et il faudrait quand même que les gens puissent s'intéresser à la lecture parce que c'est le plus important dans la vie. Pour moi, c'est ça. Et donc, moi, je conseillerais vivement, évidemment, aux étudiants de lire autant que faire se peut, hein, comme on dit. Je ne comptais pas intervenir, mais en rapport à ce sujet de la rencontre, c'est-à-dire le rapport à l'histoire. Dans l'Anecvatus, vous l'avez certainement remarqué, il y a 3 périodes historiques qui sont traitées. Vous avez la première période, c'est la période romaine, c'est qui est condensée dans le site de Volubilis. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, l'histoire romaine du Maroc est une histoire positive dans la description des différents dieux qui meublent cet espace et des différentes institutions de cet espace. Vous avez les dieux de la joie de vivre, les dieux du plaisir, les dieux du vivre ensemble. Il y a aussi ce monument très symbolique qui est la basilique. La basilique, c'est en quelque sorte le Parlement où se prenaient des décisions qui concernaient toute la population. Donc là, il y a un modèle de citoyenneté, de vivre ensemble, un modèle de cité qui est fondé sur la joie de vivre et sur la démocratie, c'est-à-dire un mode de vivre ensemble. Et vous avez une deuxième période, qui est évoquée, c'est la période de Moulay Ismaïl. Il y a Habs Qara,
qui est décrit, qui est évoqué, et il y a aussi le portrait de Moulay Ismaïl, en tant que sultan sanguinaire, qui a eu plus de 1000 enfants, et qui avait un règne de je ne sais combien. 55 ans. Et qui a régné 55 ans. 55 ans. 55 ans, oui. Un demi-siècle plus 5. Donc là, vous avez une autre période d'histoire qui est sanguinaire. Et puis, vous avez la troisième période, c'est la période contemporaine, et qui concerne ce qu'on appelle les années de pluie. Il y a des événements précis qui sont évoqués. Vous avez les événements du 23 mars 1965, c'est les événements, c'est les manifestations des élèves à Casablanca qui ont été les élèves qui ont été maltraités, massacrés, les élèves auxquels se sont joints d'autres classes sociales, et donc il y a eu ce massacre du 23 mars 65. Vous avez les événements de 71, 72 et 73, c'est le coup d'État de Bantou, qui était le directeur de la fameuse école militaire de Hermont, objet du deuxième du roman qui vient de paraître de Papillon, à savoir la gueule de la mademoiselle de Et vous avez également l'évocation des événements de Comera. Oui. Vous connaissez ça. Chevada Comera. Les événements de Comera, c'est également à Casablanca. C'est en juin 1981. Les jeunes, même la population a subi les mêmes maltraitances. En 2008, dans la caserne des pompiers, ils ont découvert en 2008 un charnier contenant plusieurs dizaines de morts. Donc, il y a ces trois, donc une première histoire positive, puis les deux histoires négatives. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi c'est bien écrit revisite cette histoire? Je crois qu'il y a deux choses, deux objectifs. La première, c'est essayer de comprendre pourquoi cela s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ça, c'est la première. Donc, le roman a une fonction. Le roman a une fonction de compréhension. Ce n'est pas pour rien qu'on compare le roman à la philosophie. Il y a Michel Serres qui dit ceci, qui est très, il faut retenir, c'est qu'il dit, je le cite, la philosophie est assez profonde pour comprendre que la littérature est beaucoup plus profonde qu'elle. Donc le roman est vraiment un outil de compréhension. Et deuxième chose, moi, c'est il y a le devoir de mémoire, d'ailleurs qui est développé dans le roman lui-même, dans l'année de plus, il y a ce devoir de mémoire qui est développé, surtout pour cette génération que j'ai l'habitude d'appeler génération 2.0, la vôtre, qui n'a pas connaissance de ces événements et qui ne comprend pas le Maroc actuel. Parce que pour comprendre le Maroc actuel, il faut revenir un peu en arrière. Si vous voyez que vos parents boitent, il faut savoir que ce boitement vient de passer d'un passé qui n'est pas très bien. Si les parents claudiquent, si le Maroc claudique, c'est que ça y a encore les séquelles d'un passé très récent. Donc en fait, c'est un devoir de mémoire qu'il faut souligner. Et pour terminer, je dirais, sachez que c'est grâce à M. Vignan que le public, le lectorat me connaît. Parce que c'est lui qui m'a aidé à être publié chez Bassin. Voilà. D'abord, c'est la qualité de tes textes. C'est Kemal qui t'ont ouvert les portes de Bassin. Parce que tu sais qu'un éditeur, bon, c'est vrai, bon, moi j'ai fait une recommandation, je le dis sans fausse modestie, hein, c'est pas
Bon, j'ai fait un petit effort parce que c'est quand même, bon, j'ai découvert ces textes et je suis tombé sous le charme de son écriture. Et donc, j'ai décidé de lui donner un petit coup de pouce, mais c'est surtout la qualité de ces textes parce qu'un éditeur, finalement, il pense à ses propres intérêts, il veut vendre des livres, donc si tes livres n'étaient pas des livres de qualité, bon, donc moi j'ai juste contribué un petit peu, voilà. Par rapport à l'écriture, il y avait une question, je crois, non? Non, un développement sur l'histoire. J'ai cru que... Merci. Mustafa, je voudrais te poser une question relative au ton que tu as choisi pour écrire l'année de Bacchus. Parce que lors d'un entretien que nous avons eu, tu m'as expliqué qu'au départ, la version originelle était sensiblement différente de la version que vous avez publiée, eu égard au fait qu'au départ, tu as écrit l'année de Bacchus avec une dose assez importante d'humour. Oui. Ensuite, à la suite d'un échange que tu as eu avec Seyed Abdelrahim, tu as décidé d'expurger, de toiletter le roman de toutes les séquences humoristiques au motif que le sujet était extrêmement grave. On ne va pas discuter ce que tu as eu raison, en accord avec Seyed Abdelrahim, d'expurger le roman. Moi, ce que je voudrais te poser comme question, est-ce que tu peux nous parler de la version originale, où est-ce que tu avais placé les séquences d'humour? Est-ce que c'est sensiblement différent de la mouture que le public lit suite à la publication? Merci beaucoup. Alors effectivement, la première version était une version qui contenait pas mal de séquences humoristiques, parce que, bon, moi je voulais quand même montrer que cette affaire, le vol de cette statue et tout ce qu'elle a entraîné comme problème pour les habitants de ce village, dont la majorité étaient des gens incultes, n'est-ce pas? Alors dans ces séquences humoristiques, je voulais justement montrer la réaction de ces gens incultes, n'est-ce pas, par rapport à quelque chose qui les dépassait vraiment, l'histoire d'une statue romaine, d'un dieu des vignes et du vin, etc. Ils ne comprenaient pas pourquoi on accorde autant de valeur à une statue, qui finalement n'est que de la pierre, et pourquoi les autorités tiennent absolument à retrouver cette statue. Alors il y a eu des dialogues, il y a eu des séquences avec plein de discussions, de discussions avec des quiproquos, avec des gens qui ne comprennent pas et ils ne savent pas ce que signifie cette statue, et la réaction de certains agents d'autorité qui ne sont pas moins incultes que les habitants, comme le cheikh ou le prêtre qui lui-même est dépassé par cette histoire, mais il doit quand même essayer de contribuer à retrouver cette statue, alors que lui-même il ne comprend pas grand-chose. Et donc là j'ai introduit beaucoup de situations un peu cocasses, dans lesquelles j'ai impliqué les habitants de ce village qui sont analphabètes, incultes, très simples, mais en même temps ils ont peur, ils sont terrifiés de voir la réaction disproportionnée à leurs yeux des autorités pour une petite statue qui pour eux ne vaut rien. D'accord? Et donc il y avait pas mal de choses comme ça, que j'avais mis dans la première version, mais c'est quand même qu'il était un auteur très sérieux, lui. Quand il a lu, je lui ai soumis mon texte, il m'a dit, à mon avis, la vie
dit, donc c'est des passages qui risquent de nuire, n'est-ce pas, à l'histoire. Alors, il faut que ton roman garde une tonalité, on va dire, grave, justement, sérieuse. Et voilà, donc moi, je l'ai écouté. Hein, je trouve souvent ces avis très, très judicieux. Et donc, j'ai supprimé toutes ces séquences. Voilà, je les ai sacrifiées. Ça n'a pas été facile, mais... Mais il y a un projet de texte humoristique, voilà, sur la base de faits réels, tels que c'est Medawi qui est... Ah oui, exactement. Alors il m'a dit, voilà, il faut, si tu veux écrire des choses humoristiques, etc., il faudrait en faire un livre à part. Tu peux écrire ça dans une histoire à part. Donc j'ai décidé de suivre son conseil et donc j'ai expurgé le roman de tous les passages que Si Kamal a jugés je te remercie pour inadéquats avec le 1. Je te remercie pour ta confiance. Bah, évidemment, c'est Kamal, je lui fais confiance, c'est mon premier lecteur, je lui soumets mes textes et j'accepte ses remarques, qui sont souvent sans complaisance. Voilà, donc. Pouvez-vous expliquer comment vous avez choisi de présenter la souffrance et la résilience à travers le corps des personnages? Et j'ai une autre question. Votre roman se vend décrit comme engagé. Quelles sont les responsabilités que vous ressentez en tant qu'écrivain face aux injustices sociales et politiques de votre pays? Et merci. Merci. D'abord, parler du corps, lui consacrer partie de mon œuvre, je considère que cela s'inscrit dans ce devoir de mémoire dont on a parlé tout à l'heure. Parce que bon, nous on parle des années de plan, des souffrances, mais souvent pour nous c'est des choses symboliques. Alors il faut quand même penser à ceux qui ont souffert dans leur chair. Hein? Ça c'est ça le devoir de mémoire. Nous, souvent, la plupart des gens ont eu à souffrir de ces années. Hein? Mais souvent, c'est une souffrance symbolique. Alors que, n'oublions pas qu'il y a des centaines, sinon des milliers de personnes qui ont souffert d'abord dans leur chair, dans leur corps. Il y a eu les enlèvements, des tortures, toutes sortes de tortures, des tortures inouïes. Quand on lit les témoignages qui sont publiés aujourd'hui, n'est-ce pas, on a une littérature qu'on qualifie de carcérale depuis quelques années, il y a eu aussi les récits des rescapés de Tazmamat, il y a eu beaucoup de gens qui racontent ces horreurs. Alors, il faut parler quand même de ce genre de souffrance. D'abord, la souffrance du corps. Ça, c'est très important. D'accord? Parce qu'on a beau parler de souffrance, d'humiliation, les humiliations, les vexations verbales. Oui, évidemment, c'est important. C'est dégradant pour le citoyen. Mais c'est quand même, ça n'arrive pas, n'est-ce pas, au degré n'est-ce pas, de souffrance et de douleur infligée au corps. Les gens qui ont eu à souffrir dans les lieux de détention secrets, à Moulay Shrif ou Dar al-Mokhri, et qui ont été soumis à des tortures qu'on aurait honte de mentionner, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est très important. Ils sont responsables, sincèrement. L'engagement, c'est ça. Moi, je me sens interpellé par tout ce qui se produit quand il y a des drames ou des injustices. Évidemment, en tant qu'écrivain, je sens que je suis interpellé, qu'il est de mon devoir d'en témoigner. D'accord? Et ça, c'est l'engagement, c'est ça. Si l'engagement, déjà, comme dit Claude Simon, l'écriture en soi est une forme d'engagement.
Déjà, pour écrire, il faut avoir du courage, supporter, souffrir, se priver de beaucoup de choses. C'est un engagement. Tu vois que les gens, ils coulent douce sur les plages, alors que toi, tu es là en train d'écrire, de suer, de transpirer, tu sais même pas pourquoi tu dis. Alors si tu n'as pas, au moins si tu ne crois pas, c'est absurde. C'est absurde si tu ne crois pas à ce que tu fais, si tu ne crois pas que tu as un devoir. Hein? Donc cette notion ou ce sens du devoir t'aide à supporter le calvaire de l'écriture. Il faut peut-être rappeler combien de temps prend l'écriture d'un texte, parce que les gens ne savent pas. Oui, ça prend beaucoup de temps. Un roman, c'est au minimum 2 ans de travail. Au minimum 2 ans de travail quotidien. Un travail ardu. Mais bon, c'est gratifiant quand même. Il y a des moments où on souffre, c'est vrai, beaucoup, mais de temps en temps, on se sent récompensé de sa peine. On se dit, ça valait vraiment la peine de transpirer, parce que parfois, ça donne des choses. On n'est jamais entièrement satisfait, voyez-vous, mais de temps en temps, quand même, on se dit que le jeu en valait la chandelle, et que voilà, c'est... Mais... Bonjour à tous et à toutes. Avant de partager mes questions, je tiens de remercier M. Fiji pour dépeindre une scène choquante, celle du vol de la statue de Bacchus. Et nous savons que Bacchus reflète la démesure et le déséquilibre. Donc, ce qui peut-être explique les thèmes que vous avez choisis d'analyser comme la concentration du pouvoir, ainsi que l'injustice, l'autoritarisme, la violence et la religiosité. Donc, dans ce cas, ma question est la suivante. Avez-vous déjà pensé à traduire l'année de Bacchus et la demoiselle d'Al-Momo en arabe en gardant les thèmes ainsi que les mots vulgaires utilisés? Et à propos de la littérature de jeunesse, donc j'ai remarqué que vous avez souligné que vous êtes intéressé par cette littérature. Donc dans ce cas, ma question est-ce que vous avez déjà pensé à écrire une œuvre où vous traitez des thèmes de nos jours comme la violence domestique et conjugale, ainsi que la suicide, la prostitution, etc., en arabe, et en gardant aussi la réalité comme telle est, sans modification? Et merci. Alors, la première partie de la question, c'était... Il y avait une première question. Avez-vous déjà pensé à traduire? Oui, voilà, exactement. Donc, pour l'année de Bacchus, c'est déjà fait. Il y a une traduction. Il y a une traduction qui est presque prête. Et donc, même chose pour mes autres œuvres, en fait. Il n'y a que la demoiselle d'Al-Momo qui n'a pas encore été traduit. Je compte entreprendre ce travail bientôt. Mais sinon, bon, alors pour ce qui est des ouvriers et des hommes, c'est Hadi Bilad Saïda, qui n'est pas à proprement parler une traduction. Moi, je dirais que c'est une réécriture. Voilà, c'est une réécriture parce que, et sincèrement, c'est un travail qui m'a mis dans une situation vraiment très délicate. Je me pose des questions, je me dis que peut-être un romancier ne devrait jamais essayer de traduire lui-même ses propres œuvres, parce que quand on veut faire ça, on est tenté de changer beaucoup de choses. C'est ce qui m'est arrivé avec des ouvriers et des hommes. Au début, mon projet, mon intention, ça a été simplement de traduire. Mais quand j'ai entamé le travail, j'ai commencé à modifier certaines choses, tout ce qui ne me plaisait pas dans la version française. Et puis je me suis trouvé en train de carrément tout, enfin presque tout changer. Donc je crois que c'est d'ailleurs
Abdel qui a dit ça une fois, il a dit que lui, il n'aime pas, mais quand il a écrit un texte en français, il le donne à quelqu'un d'autre pour le traduire, parce que si lui, il se met à le traduire, il va tout changer. Il va tout... donc... voilà, donc j'ai la traduction aussi de La Porte de la Chance, elle est prête aussi, mais je n'ai pas encore décidé de la publier. Il y a aussi De Fez à Kaboul, qui est une réécriture, et là j'ai tenu compte des conseils que m'avait donné mon ami pour Aide les Mehdi. Moi je me souviens, après la parution de ce roman, il m'a fait certaines remarques que j'ai prises en considération et en fonction desquelles j'ai réécrit ce texte, parce que j'ai vu que effectivement les personnages manquent un peu d'épaisseur psychologique, que parfois l'écriture elle est un peu elliptique, mais à tort. Hein, c'est-à-dire que souvent je ne développe pas assez, il y a beaucoup de paragraphes qui tournent court. Et donc j'ai tenu compte de ces remarques et j'ai réécrit le roman en fonction de ces remarques, avec un autre titre, parce que je trouve que De Fez à Kaboul, c'est un titre vraiment moi je dirais un titre un peu médiocre, un titre vraiment. C'est un titre que je n'ai pas choisi d'ailleurs, c'est l'éditeur qui me l'a imposé. Bon. Parce que pour lui c'est plus vendeur. Ça m'a aussi mis dans une situation. Les gens ils croient que le film La Route de Kaboul, que c'est l'adaptation de mon roman. Moi quelqu'un sans me demander mon avis, il m'a présenté en tant que l'auteur du roman qui a donné lieu au film Talib et la Kaboul. Je dis, je trouve que juste parce qu'il y a le mot Kaboul. J'ai dit non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec le film. Donc c'est un titre qui est un peu chiant, excusez le terme, que j'ai changé dans la version arabe. Voilà. Alors, dans vos œuvres, l'histoire avec H majuscule occupe une place centrale, notamment dans l'année de Bacchus et le vol du statue de Bacchus et la tentative du coup d'État mené par le clan El Babou dont la demoiselle d'Arménie. Ma question est la suivante. Comment articulez-vous la frontière entre la fiction littéraire et l'histoire documentée? Et la deuxième, avez-vous déjà été surpris par des interprétations et des réactions des lecteurs à vos romans? Et merci. D'abord, l'articulation entre la petite histoire et la grande histoire, ça se fait... Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu difficile, c'est vrai, parfois. De toute façon, moi, je veux que, comme je l'ai dit au début, je tiens à ancrer mes histoires, l'histoire de mes personnages, à ancrer ces histoires dans la grande histoire. D'accord? Parce qu'il faudrait que le lecteur puisse situer l'histoire de ces personnages dans un contexte. Hein? C'est le contexte des années 80 ou 90, le contexte des années de plan, ou le contexte, dans le cas d'un roman que je suis en train de finir maintenant, c'est le XVIIe siècle, Maroc, la période du règne de Moulay Ismaïl, etc. Et bien sûr, cette articulation, n'est-ce pas, de la petite histoire avec la grande histoire, ça demande un travail. Ça demande surtout, l'effort principal, c'est l'effort de documentation. L'effort de documentation. Parce que je peux raconter l'histoire d'un personnage, ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il fait, ses heures et malheurs, etc., ses petites aventures. Il faut les situer dans un contexte. Et il faut chaque fois rappeler ce contexte. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas perdre de vue. Parce que chaque fois, il faut rappeler au lecteur qu'on est dans telle et telle année. On est dans tel et tel contexte politique. Et il faut surtout se documenter comme il faut pour ne pas raconter de bêtises. Ou pour ne pas commettre des bourdes telles que celles que j'ai signalées au début, en parlant de Gilbert Sinoué, le roman,
Vraiment, il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Ou de tomber dans des anachronismes. Parler d'une chose qui n'existait pas encore à l'époque que tu décris. Voilà, donc cette articulation entre la petite et la grande histoire, c'est un peu délicat. Ça demande du travail, de l'effort, ça demande une prudence, une grande prudence, quand on écrit, pour ne pas commettre de... Voilà. Et c'est très important parce que le lecteur doit savoir où se passe l'histoire. Il y a des romans aujourd'hui, on peut lire beaucoup de romans publiés en France, on ne sait pas où ça se passe, quand, etc. On a juste des voix qui parlent, des événements, mais il n'y a rien, il n'y a aucun indice, aucun élément d'ancrage, n'est-ce pas, dans l'histoire. C'est une histoire qui est complètement dissociée de tout contexte politique ou historique. Bon, des gens qui choisissent d'écrire ce genre de roman, moi ça ne me plaît pas. Moi, le côté donc témoignage, le côté je ne perds jamais ça de vue. Et pour témoigner, il faut d'abord dire quand l'histoire se passe. Voilà. Son roman, à savoir l'année de Bacchus. Alors merci beaucoup. Après avoir lu le livre, une question m'a immédiatement traversé l'esprit. Cette question porte sur les valeurs, la souffrance, la révolte, la haine envers le pays et la résilience telle que perçue par Tariq. S'agit-il simplement d'émotions ressenties par le personnage ou y a-t-il une touche et des idées personnelles que vous avez transmises à travers lui? Autrement dit, est-ce que Tariq est uniquement un outil pour transmettre ses valeurs? Merci. Alors, Tariq, c'est un peu moi, comme disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, alors Tariq, c'est un peu moi. Bon, on a des choses en commun. Nous avons tous les deux perdu un frère dans des circonstances tragiques. Nous avons tous les deux fait des études à Toulouse. Donc, nous avons tous les deux, à un certain moment, connu la tentation du suicide. Au moment où il est tenté de se jeter dans la Garonne. Donc, c'est vrai que j'ai choisi ce personnage pour lui faire porter un certain nombre de valeurs, une vision du monde qui est aussi la mienne, mais il y a aussi des choses où il est autonome, où il est complètement indépendant de moi, parce que les personnages, quand on les crée dans un roman, à un certain moment, ils peuvent vous échapper. D'accord? Ils peuvent vous échapper et mener leur propre vie. C'est eux, finalement, qui vous obligent à les mettre dans certaines situations où vous n'avez pas le choix. Donc c'est à la fois un instrument. À un certain moment, je l'ai manipulé, j'ai pu le manipuler et lui faire vivre des choses que je voulais moi. Mais après, à un certain moment, il est devenu en quelque sorte autonome. Parce qu'il y a un moment où le personnage devient autonome et vous ne pouvez plus Après, il faut suivre la logique dans laquelle il vous entraîne. D'accord? Après, il y a une logique. Si vous contredisez ou si vous essayez de contrer cette logique, vous pouvez tomber dans des incohérences. Au niveau de l'écriture. Donc, à un certain moment, il y a une logique qu'il faut suivre et vous êtes guidé par le personnage. C'est ce qui m'est arrivé avec Tariq. Dans ma question, personnellement, le personnage qui m'a marqué lors de ma lecture de cette œuvre est Tahar. Donc, Monsieur Boulmiel, s'il vous plaît, pourriez-vous expliquer l'intérêt de choisir un enfant, Tahar, pour représenter le personnage rebelle qui se soulève contre l'injustice et l'autoritarisme dans ce roman? Et pourquoi avoir opté pour un enfant plutôt qu'un jeune homme pour ce rôle? De plus, développer ce personnage
en particulier, comment vous percevez l'impact de cette représentation sur les lecteurs. Et merci beaucoup. Tahar, comme l'a dit Sikaman tout à l'heure, c'est un personnage, quelqu'un qui est resté pur, n'est-ce pas? Face à devant la lâcheté, la démission des autres habitants du village, lui, il est resté intègre, il est resté lui-même. Vous savez que souvent les enfants sont sans complaisance. Les adultes, ils peuvent composer, ils peuvent faire preuve d'hypocrisie, soit à cause de la peur, soit par intérêt, soit... Les enfants, souvent, restent intègres et sans concession. C'est le cas de Tahar, qui est juste un enfant, sans défense, n'a rien, mais c'est quand même quelqu'un qui a perdu son père. Et donc, lui, il a décidé de crier, de dénoncer l'injustice, de dénoncer le crime, n'est-ce pas? Et donc, bien sûr, il a payé pour ça. Il a payé de sa vie. Mais ça montre que quand même, face à la répression, face à l'injustice, tout le monde n'a pas la même réaction. Tout le monde n'est pas lâche, tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui, comme cet enfant justement, qui peuvent se faire face à l'injustice et tout en sachant qu'il risque gros. Hein, et lui, il a payé de sa vie, cette audace. Parce que, vous voyez, au moment où il commence à crier le soir, toutes les fenêtres se ferment, toutes les portes se ferment, il n'y a plus que lui qui crie dans le village et qui prononce, et qui nomme les responsables de... Hein? Voilà, il nomme le roi lui-même. Et donc, c'est un enfant qui, on peut dire que vraiment, qui n'a pas froid aux yeux. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Pourquoi lui, il a ce courage, alors que d'autres, des adultes, des gens, ne l'ont pas? Grande question. Il faut chercher ça dans je sais pas, dans la prime enfance, dans l'éducation, peut-être même dans le... Je sais pas. Voilà. La littérature maghrébine de langue française semble revenir souvent sur des thèmes comme l'identité, l'exil, l'injustice sociale, les traditions ou la mémoire coloniale. Alors, monsieur, pensez-vous que cette redondance limite l'évolution de cette littérature? Et selon vous, comment pourrait-elle élargir ses horizons thématiques pour atteindre une dimension plus universelle à l'image de la littérature francophone et sa diversité? Merci. D'abord, je crois que les thématiques ou les thèmes de la littérature marocaine d'expression française se sont diversifiés depuis Shraibi, Sraibi et compagnie. D'accord? Je crois qu'on n'en est plus là. Hein. La période coloniale, la révolte contre le père et tous les thèmes, n'est-ce pas, emblématiques de cette littérature, je crois qu'on les a un peu dépassés aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis, Fouad Mehdi, il a consacré un travail important à ça. Il montre que les thèmes, n'est-ce pas, de cette littérature sont autres aujourd'hui. Bon, certains des thèmes anciens persistent encore, évidemment, mais cette littérature s'est enrichie considérablement par d'autres thèmes, par d'autres préoccupations, par d'autres questions. Donc, je crois que depuis les années 90 jusqu'à maintenant, on peut dire que on a une diversité de thèmes, n'est-ce pas, dans notre littérature. Et on peut plus reprocher à cette littérature de se confiner ou de se cantonner plutôt dans le thème du meurtre du père
la littérature coloniale ou de la condition de la femme, ou de beaucoup de choses qui ont changé, heureusement. Et c'est par la force des choses, parce que la société évolue, donc forcément sa littérature évolue aussi. Donc je crois que c'est ça. D'abord, vous aviez mentionné que votre trilogie, ou plus, portera sur plusieurs lieux et que vous écrivez pour redonner une valeur à ces lieux appartenant à un patrimoine un peu oublié. On reconnaît que vous employez un style très direct et dérangeant qui ne passe pas par quatre chemins. On peut dire cela. C'est là qu'on se demande, vous étant un auteur engagé, vous décrivez, quel est votre premier public ciblé? Quel est le public que vous ciblez en premier lieu? Et en cas d'adaptation, seriez-vous prêt à accepter une censure au péril de dégrader un peu votre style employé? Et c'est tout pour moi. Le public que je cible, si tant est que je cible un public, est celui des gens qui partagent mes préoccupations, qui partagent mes interrogations, mes inquiétudes. Donc c'est en priorité ce public que je vise. Bon, il y a bien sûr d'autres publics qui peuvent apprécier ce que j'écris, mais moi j'écris pour les gens qui sont capables de savoir de quoi je parle. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout compris mon premier roman, La Porte de la Chance. C'est parce que c'est des gens qui n'appartiennent pas au même univers que moi. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, donc tout ce que je raconte dans La Porte de la Chance, pour moi, c'est des choses tout à fait non seulement vraisemblables, mais vraies, parce que je les ai vécues, je les ai vues de mes propres yeux. Alors que des gens qui ont grandi dans des quartiers huppés, dont une lectrice, par exemple, qui m'a violemment attaqué sur ce roman, qui a trouvé que c'était sordide, que les enfants que je mettais en scène sont des monstres, et qu'il ne peut pas y avoir, ce genre d'enfant ne peut pas exister dans notre société. Mais c'est parce que, moi je lui dis, madame, c'est parce que vous avez vécu à Fès, à Dar Bebar, ou bien sur la route d'Imouzer. Moi j'ai vécu à Ain Haroun. C'est un quartier populaire où j'en ai vu des vertes et des pas mûres, où j'ai vu des choses horribles, où j'ai vécu la frustration, où j'ai vu toutes sortes de... Alors, il est normal que ce genre de personnes ne comprennent pas, d'accord, le monde que je décris. D'accord? Donc, moi, ce genre de public, je ne le cible pas quand j'écris. Je ne pense pas à ce public. S'il apprécie, après ce que j'écris, tant mieux. S'il n'apprécie pas, c'est pas la fin du monde. Moi, j'ai pas la prétention de plaire à tout le monde. Je n'ai jamais eu cette prétention. D'accord. Voilà pour ce qui est mais je pense principalement quand j'écris à des gens qui, quand je mets une phrase, quand je mets une scène, je me dis, ça, oui, les gens de ma génération, ils savent de quoi je parle. Ils peuvent comprendre. Ça, c'est, par exemple, quand je raconte dans La Demoiselle d'El Momo l'arrestation de Aïcha avec son ami Fouad dans un café, il y avait les brigades des mœurs qui à l'époque faisaient des rafles dans les cafés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui de votre génération qui pourraient trouver cela invraisemblable, alors que pour nous c'était une réalité. On était dans un café avec une copine, et bien on tremblait quand on voyait une fourgonnette de police, parce que de temps en temps il y avait des descentes, et il fallait soit exhiber un acte de mariage, ce qui est évidemment impossible à l'époque, soit être embarqué. Voilà. Alors on vous traitait de tous les noms. Donc ce que je raconte, c'est une scène qui a été vécue par des dizaines ou des centaines d'étudiants au Maroc dans les années 80, sur les instructions de Driss al-Bsri, qui voulait mener la vie dure aux étudiants
pour leur rendre un petit peu l'appareil, parce que les étudiants à l'époque, ils donnaient du fil à retordre au système. Donc pour se venger sur eux, eh bien voilà, on faisait des descentes dans les cafés, on les embarquait, on les humiliait, on les insultait et tout. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Mais moi, quand j'ai écrit ça, j'ai dit, les gens qui ont été étudiants comme moi à l'époque, qui ont, au début des années 80, ont fréquenté les cafés, etc., ils savent de quoi je parle.